J'aimerais faire une courte vidéo aujourd'hui, courte c'est relatif, sur la montée de l'extrême droite dans le monde. Mais avant tout, je pense qu'il faudrait que je me présente rapidement parce que moi, je suis anthropologue de formation universitaire principale, puis en anthropologie, on parle beaucoup du contexte, ou je pense que ça s'appelle Clifford Geertz, qui disait l'anthropologue comme un auteur. C'est-à-dire que, dans le fond, l'anthropologie, c'est beaucoup des monographies. Les monographies, c'est des longues descriptions de terrain où on va visiter des peuples. Ça, c'est plus l'ethnologie que l'anthropologie, en fait, pour être plus spécifique. L'ethnologie étant une des sous-branches de l'anthropologie. Mais ce qui compte, c'est de comprendre un peu d'où la personne vient, dans le sens où ses biais, qu'est-ce qu'ils sont. Je pense que quand on parle de choses comme l'extrême droite, tout ça, il faut que je parle rapidement de mon père, qui est un économiste, un haut fonctionnaire économiste chez Hydro-Québec. Puis, les économistes sont pas nécessairement à droite, au contraire, des économistes très à gauche, sauf qu'ils ont un langage, ils ont une façon de parler de l'argent qui peut, dans le fond, s'opposer de façon assez superficielle, là, c'est-à-dire que dans les réflexes humains, ça serait souvent plus perçu comme de la droite. Mais encore une fois, je ne veux pas faire une équivalence entre être économiste et être à droite. Sauf que, en tant qu'adolescent un peu rebelle, dans les débats que j'ai eus avec mon père, ça m'a un peu naturellement forcé vers la gauche et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je devenais anthropologue, c'est-à-dire que dans le fond, l'économie est considérée dans les sciences humaines comme celle qui est le plus proche des sciences dures. Les sciences molles étant les sciences humaines dans le sens où il y a beaucoup plus de qualitatif, c'est dans ce sens-là qu'on entend le mou, et le dur dans le sens où il y a beaucoup plus de quantitatif, c'est-à-dire qu'un chiffre, c'est un chiffre, mais une description, c'est plus comme... c'est plus flou. Tu sais, si tu dis, mettons, je sais pas moi, les Trobriandais sont généreux, ben généreux, c'est un qualitatif flou. Ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser en sciences, mais bon, ça c'est un peu la grande différence entre ce qu'on appelle les sciences molles et les sciences dures, c'est-à-dire les sciences humaines et les sciences plus de la matière. L'économie est comme un peu à cheval. Historiquement, l'économie était proche de l'écologie chez les Grecs, par exemple. Donc, dans le fond, euh, l'éco, c'est comme la maison, c'est comme l'environnement dans lequel on est. Et l'écologie, ça serait la science de la gestion de l'environnement, tandis que l'économie viendrait plus nommer des chiffres, des nombres sur la gestion écologique. Donc, historiquement, on pourrait dire que l'écologie et l'économie, c'est un peu la même affaire, mais évidemment, ça a été deux branches qui se sont quasiment opposées, un peu plus justement dans un langage purement abstrait. Et on pourrait même aller parler jusque l'économie beaucoup plus dans l'hémisphère du cerveau gauche et l'écologie beaucoup plus dans l'hémisphère droit du cerveau, c'est-à-dire plus holiste, tandis que l'économie a plus tendance à diviser les choses, les séquencer, faire un discernement entre les petits détails pour les monétiser essentiellement, qui est évidemment une espèce de problématique au niveau de mater le réel. Mais moi, ce que ça l'a fait concrètement, c'est que je me suis ramassé à avoir des positions très à gauche dans ma vie. Tu sais, je me suis présenté pour le Parti vert aux élections, puis moi, c'était vraiment autant au fédéral qu'au provincial, puis pour moi, c'était vraiment très, comment dire, gratuité. Donc pour moi, l'État doit investir en gratuité dans des affaires comme le transport, la santé, l'éducation, de façon à ce que le reste qui est privé puisse exister à l'intérieur d'une bulle. Donc, je pense qu'une des formulations que j'ai utilisées à un moment donné dans ma vie, c'est de dire que moi, je suis comme à 80% à gauche. Je suis à 80% communiste, dans le fond. Je pense que la plupart des choses sont plus rentables quand on les achète en groupe et qu'on les gère en tant que groupe. Comme, je sais pas, moi, prends par exemple l'assurance. Aux États-Unis, ils ont des assurances privées au niveau médical. Au total, ça leur revient plus cher que d'avoir une assurance publique qui est partagée. C'est les mêmes principes d'assurance, mais le coût il est partagé par la nation en entière. Donc, le simple fait de naître à l'intérieur du Canada, tu vas déjà, tu sais, comme, je ne sais pas comment dire, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, tu vas contribuer d'une certaine façon au système qui va te procurer les soins de santé. Donc, tout est déjà un peu calculé, compris.
Parce que, tu sais, dans le fond, la santé, tu peux pas la comprendre sans ses externalités. Fait que je sais pas, moi, mettons, tu sais, le meilleur exemple, c'est peut-être du gaz ou de la cigarette, mais ça peut être vrai si tu dis je m'achète du McDo, puis que le McDo pourrait créer des problèmes de santé chez toi, ben un peu les taxes que tu vas payer en achetant du McDo peuvent aller jusqu'à compenser pour les problèmes de santé que ça va créer dans la société. Parce que si on a une vision très hémisphère gauche du cerveau où tout est divisé, ben tu vas te ramasser à permettre que le McDonald's fasse des profits infinis, mais ne contribue pas à, à compenser ses externalités, c'est-à-dire les problèmes de santé qu'ils font. Un exemple de ça, ça serait de dire, en face d'un McDonald's, il y a une poubelle qui est ramassée par la ville, qui est remplie par les clients du McDonald's, mais le McDonald's ne contribue pas par des taxes à ce qu'il y ait ce système de ramassage de vidange-là. Donc, ça serait un exemple facile peut-être à comprendre d'une externalité en économie, c'est-à-dire de dire que c'est comme à la société de payer pour les vidanges du McDonald's. Ben, seulement si le McDonald's contribue. Tu sais, sinon, pourquoi? Tu sais, je veux dire, là, on va dire, ouais, mais c'est les vidanges de l'individu. Oui, l'individu peut aller jusqu'à compenser, mais ultimement, c'est le McDonald's lui-même qui décide d'avoir tel genre de truc qui se jette. Tu comprends? Donc, si le McDonald's veut sauver 2 cents par commande en créant quelque chose qui n'est pas compostable puis qui doit se jeter, ben, quelque part, ce 2 cents d'économie-là devrait, au minimum, leur coûter 1 cent pour que nous, on puisse ramasser leurs vidanges puis les gérer puis les enfouir, etc. Je dis des chiffres au hasard, là, mais juste pour comprendre les exemples. Ce qui fait que moi, j'ai été très à gauche dans ma vie. Je crois vraiment beaucoup à des gratuités parce que je les vois comme des investissements dans la société pour que le reste roule bien et à l'intérieur duquel il peut exister des sphères capitalistes pures. Mais là, je ne vais pas être d'accord avec beaucoup de gens du centre qui vont dire que, par exemple, il faut extrêmement financer, je sais pas moi, mettons les PME dans le but, je prends l'exemple des PME, là, mais c'est juste de dire, mettons, tu vas financer des entreprises qui sinon feraient faillite. Donc, tu vas faire survivre des entreprises qui ne sont pas viables au niveau du marché, tout simplement parce que, dans le fond, tu ne veux pas des monopoles, mettons. Mais la problématique avec ça, c'est que au lieu d'investir dans des entreprises qui vont un peu comme contrebalancer le poids des multinationales, c'est mieux d'avoir un contexte légal clair par rapport aux limites du multinational. Donc, moi, je compare un petit peu le capitalisme à genre la UFC ou les arts martiaux mixtes, des choses comme ça. C'est-à-dire que dans la cage, les gars ont le droit de se tapocher tant qu'on veut, mais il y a quand même une trentaine d'interdictions qui vont toutes dans le sens logique de ne pas mettre la vie de la personne en danger. Par exemple, frapper à la colonne, derrière de la tête, faire des fish hooks, whatever. Il y a plein de trucs qui sont interdits dans le UFC. Un peu de la même façon, dans le fond, on peut laisser le marché s'autoréguler, mais être sévère au niveau de tout ce qui va être des externalités. Donc, avoir des lois claires qui s'appliquent et qui sont punitives et qui impliquent des coûts et donc qui impliquent de leur charger, surtout s'il y a enfreinte de la loi, de façon à ce que finalement, le capitalisme ait le moins de dommages possible, mais le plus de liberté possible. Donc c'est pour ça que moi, je me suis un peu toujours situé à quelque chose comme 80-20 dans le sens où je pense que la liberté du marché, c'est ce qui est le plus important. Tu sais, comme... je sais pas, moi, par exemple, si tu veux tout nationaliser, tu peux te ramasser avec juste de la Molson. Mais je pense qu'il y a bien des gens qui se considèrent à gauche qui adorent les microbrasseries. Mais les microbrasseries peuvent seulement exister dans un contexte de liberté capitalistique où tu peux permettre aux individus de partir leurs propres produits. Mais encore une fois, il faut que les lois soient justes de façon à ce que tu te ramasses pas que il faut que tu payes 3 piastres pour une microbrasserie puis 10 cents pour une bière Molson, whatever. Parce que finalement, la Molson a détruit tout puis a fait juste jeter des externalités sur la société.
Bref, je pense que j'ai un peu contextualisé mon rapport entre la gauche et la droite. Je me suis toujours plus considéré à gauche, mais je me considère pas comme une extrême gauche. Et c'est un peu là où je veux en venir, c'est-à-dire, là en ce moment, on parle beaucoup de la montée de la droite. On s'inquiète beaucoup du déséquilibre des montées de la droite dans le monde. Et on en parle beaucoup en termes d'extrême droite. Mais souvent, c'est pas nécessairement de l'extrême droite, c'est de la droite. Puis je pense que c'est important de le comprendre parce que je pense que dans le discours journalistique, il y a définitivement du deux poids et deux mesures au niveau de c'est quoi un extrême gauche, puis c'est quoi une extrême droite. Bien des gens pourraient considérer, par exemple, que moi je veux une gratuité totale au niveau de la santé. Donc, je parle même de l'opération des yeux laser, je parle même de tous les dentistes, je parle de tout ce qui est santé, ça serait gratuit. Je parle de tout ce qui est éducation, c'est gratuit. Tu vas aller faire ton post-doc, c'est gratuit. Je parle de tous les transports en commun devraient être gratuits. Prendre le train, prendre le métro, prendre l'autobus, ça devrait tout être gratuit pour moi. Fait qu'on pourrait définitivement me mettre dans la case d'extrême gauche, sauf qu'en réalité, je respecte énormément de liberté du marché au niveau de dire la job du gouvernement, c'est de lui donner un cadre légal et de donner des punitions quand il y a un débordement de ces cadres-là. Mais pour le reste, le marché doit être libre. C'est-à-dire que le marché ne doit pas être... parce que pour moi, c'est un peu du favoritisme et de la corruption, finalement, quand tu te ramasses à dire « Ah, je veux pas que cette entreprise-là ferme, donc on va leur donner des subventions. C'est une petite entreprise québécoise, on l'aime beaucoup. » Au lieu de faire ça, comme je dis, on devrait avoir un contexte légal qui empêche les multinationales de venir écraser nos compagnies locales. Donc, on l'a eu un exemple récemment là, avec la filière de batterie qui tu sais, on les subventionne, on les aide, mais ils débarquent ici, puis ils veulent passer, ils refusent des CV en français, puis ils veulent passer des entretiens en anglais, parce que, puis c'est même pas parce que c'est des anglophones, c'est parce que c'est une multinationale internationale, donc on va utiliser la langue internationale, mais ça va contre nos lois locales. Donc, ça, c'est un bel exemple d'une entrave. Eux autres, s'ils veulent venir s'établir ici, ils doivent investir dans le local au niveau linguistique de façon à être compatible à nos lois. Et donc, tout raccourci qu'ils feraient sont illégaux et devraient être punis sévèrement. Et ces retombées économiques-là reviennent au peuple québécois. Et donc, nécessairement, par la force des choses, ils peuvent se ramasser à faire affaire avec des partenariats avec des entreprises plus locales pour leur expertise, notamment linguistique, mais aussi ce qu'ils ont déjà fait au niveau local, tu sais. Donc, que ça soit avantageux pour eux de le faire. Mais bon, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je suis pas, je suis pas un spécialiste de l'entreprise privée. Je pense juste qu'il y a un contexte légal qui est logique au niveau de contenir les forces économiques à l'intérieur d'un cadre légal. Et quand tu enlèves ça, c'est là que tu rentres dans les dangers du capitalisme sauvage. Mais le capitalisme libre peut exister quand même. Parce qu'on a vu énormément de dangers des gauches de l'extrême. Donc, en fait, c'est que quand on parle beaucoup des gauches de l'extrême, on oublie c'est quoi. On oublie c'est quoi comme, je sais pas moi, le Parti communiste chinois, puis des choses extrêmement sévères au niveau de dire la loi totale, puis le marché est complètement contrôlé par l'État. C'est ça une vraie gauche totale, extrémiste. Donc souvent, ce que les gens de la droite vont appeler l'extrême gauche, c'est pas de l'extrême gauche. Mais de la même façon, ce que les gens de la gauche vont appeler de l'extrême droite, c'est pas de l'extrême droite. Il y a vraiment pire. Donc, je sais pas, moi, par exemple, on va parler de partis comme les partis conservateurs autant au Québec qu'au Canada, où il y a certains membres qui ont fait écho de peut-être être contre l'avortement, puis on va automatiquement faire une espèce de sophisme de l'épouvantail, un sophisme par association, etc., puis dire « Ah, vous voyez, si vous votez pour les conservateurs, les droits de l'avortement vont être démolis. » Or, c'est pas du tout dans leur plateforme, c'est pas du tout ce qui est mis de l'avant. C'est juste quelques personnes dans leur rang qui ont dit des choses comme ça. Pareil, comme dans n'importe quel parti, tu vas avoir quelques personnes qui vont avoir des positions un peu extrêmes. Donc, tu vas avoir des gens qui vont tenir des positions très à gauche dans même le Parti libéral, qui est très central, tu sais. Certains arguments peuvent être considérés comme tels. Donc, ce que je veux dire, c'est que
quand on fait finalement le sophisme de l'épouvantail, qui est essentiellement de caricaturer, parce que le sophisme d'épouvantail, dans le fond, c'est vraiment comme un épouvantail dans un champ. Donc, c'est une espèce de caricature de quelque chose qui fait peur. Et donc, on caricature la position de notre adversaire pour la ridiculiser. Fait qu'essentiellement, on va faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit dans le but de faire peur et de créer une espèce de contexte où les gens vont vouloir voter pour soi et non pas pour l'autre. Mais ça, on le voit un peu partout. On le voit dans la guerre entre les sionistes et les islamistes. On le voit dans la guerre entre Poutine et les Américains. Comment que, finalement, les rhétoriques vont trop loin et caricaturent la position de l'autre. Je ne dis pas, évidemment, qu'il n'y a pas de danger au niveau de comment la Russie dictatoriale est. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de danger au niveau de comment l'islam peut avoir des positions extrémistes zélées dans certains contextes. Mais il faut toujours voir le contrebalan de la chose. Il faut voir comment les sionistes maltraitent leurs voisins au Moyen-Orient depuis longtemps. Puis il faut voir aussi comment que la CIA des États-Unis est problématique dans son ingérence politique depuis longtemps. Donc, autrement dit, les deux ont des torts, les deux ne sont pas nécessairement totalement aux extrêmes, et plus on caricature la position de l'autre, moins on réussit à avoir une position nuancée et plus on verse dans les extrêmes. Donc, c'est comme si les positions devenaient de plus en plus extrêmes, mais en étant mutuellement sophistiques. Donc, ils se nuisent mutuellement. Et il y a un effet de ballon de l'histoire ici. Donc, je sais pas, moi, par exemple, quelqu'un pourrait tenir une position anti-LGBT, mettons. Puis là, il va y avoir un lobby qui va venir faire une pression sur le gouvernement, et puis le gouvernement va prendre une position qui est extrême. Tu sais, du genre, je sais pas, moi, maintenant, toutes les toilettes vont être mixtes. Je dis n'importe quoi, mettons. Mais là, il peut y avoir des femmes qui ont vécu des abus sexuels d'hommes qui, elles, n'ont pas envie d'être dans une toilette avec une personne trans parce que cette personne trans-là, par exemple, aurait des caractéristiques très masculines qui lui feraient se sentir en danger en écho de son trauma par rapport au fait qu'elle a été violée par des hommes, mettons. Donc, elle est comme, moi, je veux pas être dans la toilette avec cette personne-là. Puis c'est pas parce que je l'aime pas en tant que trans, c'est pas parce que je suis anti-trans. C'est juste que, veux pas, elle a la carrure d'un homme qui me rappelle mes traumas. Et donc là, ça va créer un espèce de backlash. Là, ça va aller dans, c'est rendu n'importe quoi, blablabla, bla, puis là, ça va nourrir la droite, tu sais. Fait que c'est ce que je viens de faire comme démonstration, c'est comme de dire, la droite va avoir une espèce de préjugé anti-LGBT, ben là, il va avoir une réponse qui va venir protéger leurs droits, puis ça va juste empirer leur position. Donc, il y a une espèce de phénomène d'écho. Et là, souvent, ce que les gens vont dire, c'est quelque chose du genre « mais c'est pas comme ça que ça devrait être ». Et ça, c'est un grand problème pour moi. Parce que quand on dit les choses comment qu'elles devraient être, pour moi qui a une formation scientifique en sciences humaines, j'entends une notion scientifique. J'entends ça devrait être d'une certaine façon. Comme si la nature veut ça. Mais pour être capable de comprendre ce que la nature veut, on peut avoir des réflexions téléologiques. Ça veut dire, télé, ça veut dire distance, puis téléologique, on va faire référence, dans le fond, à une logique que la nature nous porte vers. Donc, par exemple, Darwin avait des arguments téléologiques en disant, par les mécanismes de sélection naturelle, naturellement, il y a certaines espèces qui vont émerger. Tu sais, ça devient, en science, on appelle ça le côté prédictif de la science, qui est un des arguments très importants d'une validité scientifique, c'est-à-dire, est-ce que tu es capable de prévoir quelque chose? Bien, justement, Darwin avait pas une vision chaotique de la mutation comme l'entendent beaucoup de néo-darwinistes maintenant. Il y avait une vision très téléologique. Newton s'intéressait aussi à la théologie. Je ne veux pas confondre les deux termes en les utilisant très proches l'un de l'autre, mais c'est-à-dire que dans les deux cas, il y a une espèce de vision d'un dessin, D-E-S-S-E-I-N, c'est-à-dire d'un plan. C'est-à-dire que comme si l'univers était fait d'une certaine façon et qu'il s'en allait dans une direction naturellement par ses lois.
Donc ça, c'est une position scientifique classique, tu sais. Mais depuis Nietzsche, je pense surtout à Par-delà le bien et le mal et la généalogie de la morale, qui sont deux ouvrages qui se suivent dans cet ordre et qui analysent énormément la place de la morale, surtout dans l'histoire européenne, et comment cette division un peu manichéenne du monde, c'est-à-dire en noir et blanc, en deux, entre ceux qui sont du côté du bien et ceux qui sont du côté du mal. Il y a eu, d'un point de vue épistémologique des sciences humaines, une certaine mort. Nietzsche appelait ça la mort de Dieu, mais quand on parle de la mort de la morale chez Nietzsche, on ne veut pas dire que les gens sont devenus nécessairement plus de la débauche, quoique il y a un certain lien à faire, c'est-à-dire que quand la rigidité moralistique disparaît, ben, il y a une certaine ouverture des mœurs. Mais c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire Nietzsche. Ce qu'il voulait dire, c'est que dans le fond, ça n'a pas de validité scientifique, parce qu'il était très épistémologue, Nietzsche. Et donc, ça n'a pas de validité scientifique de dire que telle morale est supérieure à telle autre morale. Donc, dans le fond, Nietzsche a emmené beaucoup ce qu'on a appelé le relativisme en sciences humaines. Et il faut faire attention ici, le relativisme, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Ça, c'est une autre confusion qu'on voit beaucoup dans les opinions populaires, comme si, je ne sais pas moi, le relativisme voulait dire que un homme qui force sa fille dans un mariage qu'elle veut rien savoir, ça avait la même valeur qu'une société où la femme est libre de choisir son conjoint, par exemple. C'est pas ça que ça veut dire, le relativisme. Le relativisme, ce que ça veut dire, c'est que tu peux pas, d'un point de vue d'une culture, imposer une supériorité morale sur une autre. Donc, par exemple, un anglophone d'Amérique du Nord qui serait très influencé par les mouvements woke des collèges des États-Unis pourrait pas prendre ces normes culturelles, morales, et les imposer sur le Québec sans comprendre le contexte du Québec, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que dans le Québec, il n'y a pas un certain wokisme, c'est-à-dire un certain éveil à la justice sociale, etc. Mais elle ne va pas nécessairement se faire à l'intérieur des mêmes paramètres. Parce que c'est comme un peu deux sortes de plantes. Ils ne vont pas nécessairement pousser de la même façon, mais les deux vont obéir à une espèce de loi universelle de la biologie. Mais ils viennent pas de la même place, puis ils s'en vont pas à la même place. Les cultures, comme les individus, sont indépendants les uns des autres. Et donc, la généalogie de la morale, c'est une démonstration de comment, historiquement, s'est fondé les codes moraux et comment, quand on dit « ceci ne devrait pas être », ben, on est un peu en train d'empêcher les choses d'évoluer naturellement. Ça, c'est un point super important. Donc, revenons par exemple à comment la gauche engueule la droite, puis comment la droite engueule la gauche, et comment, en ce moment, la gauche a peur de la montée de la droite. Bien, dans le fond, les mouvements de la droite, c'est des mouvements populaires. Puis c'est un peu un détour inévitable de la démocratie. Donc, dans le fond, si tu veux le voir en termes plus démographiques ou d'évolution naturelle des peuples, tu peux comprendre quelque chose du genre... on a un retour de l'ascenseur. On a un retour du ballon. Donc, on a poussé trop loin dans certaines directions. Puis là, il y a des opinions qui sont plus, comment dire, populaires, qui vont faire qu'il y a des politiciens qui vont revenir et qui vont mettre ce qu'eux, ils appellent du gros bon sens dans les structures. C'est un retour du balancier inévitable. Et cette inévitabilité-là, je la dis de façon scientifique. Donc, quand on dit que ça devrait pas être comme ça, puis qu'il faut absolument, par exemple, dans le fédéral canadien, il faut absolument voter libéral, sinon les conservateurs, ce qu'ils vont faire, ça va être dégueulasse parce que ça devrait pas être comme ça. Eux autres, ils vont enlever des droits. Mais il faut le voir comme le peuple, il est rendu où? Et tant aussi longtemps que tu as une espèce de discours de « tu devrais pas être comme ça, tu devrais me suivre, moi je suis... » Tu sais, comme le fasciste, ça veut dire faisceau. Faisceau, fasciste.
C'est un faisceau de lumière. Donc, ça veut dire que moi, je suis un dirigeant illuminé. C'est un peu la même affaire que le wokisme. Donc, il y a vraiment une racine commune entre le mouvement wokisme et le mouvement fascisme, qui est de dire, je suis un leader illuminé, j'ai la vérité, je suis illuminé, mon esprit est clair. Il y a de la lumière qui rentre dans mon cerveau, puis moi, je vois clair les événements. Et donc, fais-moi confiance, je vais, avec mon équipe, mettre en place des lois, puis vous allez nous suivre, puis vous allez être éveillés en tant que peuple. Mais le problème, c'est que la démocratie, c'est comme un peu un paradoxe. Tu veux, dans le fond, que ton peuple soit de plus en plus éduqué pour qu'il soit de plus en plus capable de voter pour des lois de façon illuminée lui-même. Mais tant aussi longtemps que tu as des arguments plus du côté de l'hémisphère gauche, comme je disais tantôt, au niveau économique, qui vont segmenter des sphères et donc, par exemple, privatiser l'éducation. Et donc, l'éducation devient inaccessible pour trop de gens parce qu'ils n'arrivent pas à survivre. Et ils ont besoin de travailler vite et de ne pas prendre le temps de devenir des bons citoyens par les processus de l'université, par exemple. Bien, nécessairement, ces gens-là vont voter vers un nivellement vers le bas. Et là, ils vont, par l'histoire, apprendre les conséquences de leur choix. Donc, ils vont voter pour quelqu'un en disant « Lui, il est de mon côté, il comprend, avec lui, je vais payer moins de taxes. » Mais il ne comprend pas nécessairement qu'il va avoir moins de services. Donc, il va payer moins de taxes, mais ça va lui coûter plus cher de dentiste, par exemple. Et il faut qu'il apprenne dans la vie. Il va apprendre. Puis à un moment donné, il va vieillir, puis il va peut-être faire comme « ouais, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. » Donc l'histoire, le phénomène naturel, le cause à effet, vont lui enseigner que la solidarité, ça a du bien, par exemple. Mais ça, tu peux pas le forcer. Tu peux pas le forcer comme d'un point de vue d'un fasciste de dire « moi, j'ai une vision ». Tu sais, comme par exemple, Hitler, nazi, ça veut dire nationaliste, socialiste. Ben, tu sais, je disais, il y a beaucoup de peuples national-socialistes qui, comme, je sais pas moi, le Danemark, qui vont super bien, tu sais. Ça dépend comment tu le fais. Évidemment, la question est toujours au niveau de comment tu vas aller limiter certaines libertés. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire attention à comment on limite les libertés. Ça revient un petit peu à l'essence de la liberté du marché. C'est-à-dire que tu lui permets de faire des choix, tu sais. Mais c'est un jeu d'équilibre. Tu peux pas juste non plus permettre n'importe quel choix sans aucune contrainte légale, parce que, comme par exemple, prendre le cas du Québec, il y a bien des gens qui vont juste choisir d'envoyer leur enfant enseigner, je veux dire, apprendre l'anglais pour aucun autre argument que l'argent. Donc, on va auto-subventionner notre assimilation anglophone, finalement, parce qu'on va dire, ben, tu sais, think big, l'argent, c'est en anglais, blablabla, et donc, on va se suicider en tant que peuple. Donc, c'est pour ça que là, tu dis, non, mais ça prend un contexte légal quand même. Tu peux pas juste laisser le marché décider, sinon ça va évidemment être la loi du plus fort, point barre, et tu vas perdre toute la richesse de la diversité. Parce que les peuples, comme des individus, apportent des solutions différentes au monde, des idées différentes, parce que chacun de leurs contextes font naître des idées différentes. Donc, la richesse puis la diversité culturelle, c'est un peu comme la richesse puis la diversité biologique. Si tu rases les forêts d'Amazonie pour remplacer ça par des vaches puis de l'huile de palme parce que tu trouves que ça, c'est plus rentable, c'est ça que le monde veut, tu vas perdre énormément de diversité et donc énormément de potentiel de médicaments, etc. T'sais. Donc, quand les gens disent des choses comme c'est pas comme ça que ça devrait être au niveau de leur sentiment de supériorité morale, je sais pas moi, je vais prendre l'exemple de la loi 21 au Québec. La loi 21 qui, notamment, son plus gros aspect de débat est le fait que les femmes qui portent un hijab n'ont pas le droit d'enseigner. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je ne pense pas que la position d'enseignant, c'est une position d'autorité. Fait que je comprends l'idée, pour moi, c'est une position de guide. Ça a une certaine autorité, mais je veux dire, la caissière du dépanneur aussi a une certaine autorité. Elle peut appeler la police si toi, tu prends un paquet de cigarettes sans le payer en partant, là, tu sais. Donc, la notion d'autorité, il faut faire attention de ne pas la mettre n'importe où, puis comprendre, un peu comme disait Michel Foucault, que tout est pouvoir. Donc oui, tu peux la plugger n'importe où, mais c'est pas parce qu'il y a un peu de pouvoir que c'est ça la position. Donc pour moi, surtout avec des femmes qui souvent parlent bien français, d'avoir interdit aux femmes d'enseigner avec un voile, c'est problématique.
Par contre, on est en train de voir justement des conséquences de ça. Là, en ce moment, pendant que je fais cette vidéo-là, il y a la grève des enseignants. Tu sais, bien souvent, Legault va dire des choses comme on n'a pas Legault, le premier ministre du Québec, si vous n'êtes pas du Québec. On n'a pas assez d'enseignants pour faire ci ou faire ça. Ben oui, mais tu as rejeté une grande quantité d'enseignants avec ton projet de loi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut être capable de nommer ça, puis d'ouvrir la boîte de Pandore, puis de dire, regarde, oui, mais c'est parce que tu en as rejeté des enseignants pour des raisons essentiellement racistes. Bon, eux autres, ils disaient que c'était de la laïcité, mais bon, passons. J'ai comme perdu le fil de ce que je voulais dire avec ça. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, la loi 21 qui représente bien démocratiquement l'opinion de la plupart des Québécois, ben un peu comme un individu qui va voter pour quelqu'un qui va finir par lui nuire, faut comprendre que, dans le fond, c'est une loi cet aspect-là de la loi du moins, tire dans le pied du peuple québécois au niveau justement de la perte de beaucoup d'enseignants. Parce qu'on a un problème de démographie ici, on n'a pas autant d'enfants, on n'a pas fait autant d'enfants dans le passé pour remplacer la population. Donc, bref, on manque de personnel à bien des niveaux. Et donc, les immigrants qu'on accepte ici, s'ils peuvent enseigner, qu'ils portent les jobs ou pas, ça ne change rien, à mon avis. Puis, tu sais, moi, j'ai eu un prof qui était juif, puis j'ai pris un cours d'histoire des sciences avec lui. C'est un sociologue. Puis, j'ai trouvé ça super intéressant, tu sais, comme à un moment donné, j'ai dit « Ah, mais j'aime tes points de vue », puis il dit « Je ne suis pas un produit de la Révolution tranquille », et je dis pas ça par manque de respect des Québécois. C'est juste que c'est pas ce que je suis. Et donc, moi, évidemment, mon point de vue va être différent. Et pour moi, en tant qu'élève, c'est riche d'avoir des profs qui ont différents points de vue. Tu sais, si je n'ai que des enseignants qui sont, je sais pas moi, québécois de souche, c'est sûr que je vais manquer de perspective sur le monde que, par exemple, je peux avoir quelques profs qui viennent d'Europe, quelques profs qui viennent d'Afrique francophone, etc. Et donc, aller chercher différentes formes de connaissances et de points de vue, tu sais. C'est la richesse du relativisme, comme je disais en parlant de Nietzsche tantôt. Donc, la loi 21, je voulais l'amener comme exemple par rapport au cycle démocratique et comment finalement on a un écho dans l'histoire. Fait que par exemple, quelqu'un du Canada anglais pourrait dire « That's not how it should be ». Il ne devrait pas avoir cette loi-là. Sauf que si tu la forces, parce que de ton point de vue anglo-saxon, de l'Église anglicane ou whatever, de ton point de vue à toi, ça fait pas de sens parce que toi, tu es beaucoup plus dans le multiculturalisme que la défense de ta culture, par exemple. Tu peux pas comparer le contexte anglophone nord-américain quand la langue internationale, c'est l'anglais, versus le Québec, qui est le dernier bastion où il y a vraiment une résistance au niveau de préserver le français, quand à peu près partout ailleurs, il a soit disparu ou définitivement disséminé. Tu peux pas comparer les deux contextes puis faire un peu comme, je sais pas moi, son nationaliste comme Hitler. Non, mais le nationaliste québécois, c'est de la survie. C'est pas du tout le même contexte. Donc, si tu essaies de l'imposer de l'extérieur en disant, moi, moralement, c'est là que je veux en venir un peu, moi, moralement, là, je suis contre le projet de loi 21 par rapport aux femmes musulmanes, ben, tu vas nier tout l'apprentissage démocratique naturel, en plus de bifurquer et de hijacker et de finalement faire de façon illégale par rapport à la démocratie québécoise, parce que on a nos propres institutions, et donc il va y avoir une interférence, comme il y en a constamment, du fédéral dans les sphères de compétences provinciales, en disant, nous, moralement, on a une position supérieure et on peut forcer sur vous avec du lobby, avec de l'argent, avec plein de processus, et vous empêcher d'appliquer vos lois démocratiques parce qu'on les trouve pas bonnes. Fait que non seulement tu vas empêcher le peuple d'apprendre de cette façon-là, en plus tu vas
empêcher son processus démocratique. Fait que tu vas lui enlever, tu vas le désillusionner au niveau de sa capacité à choisir. Et donc, encore une fois, tu vas avoir un backlash, tu vas avoir un retour du balancier, un retour de l'ascenseur. Tu vas avoir un phénomène pervers qui va faire en sorte que tout ce que tu as essayé de faire pour améliorer les conditions d'un point de vue plus socialiste à gauche va finir par se retourner contre soi et devenir une forme de haine de l'étranger en disant ben vous, le Canada anglais, vous n'avez pas interféré dans nos affaires. Puis, bon, il y a d'autres formes de haine qui peuvent se développer à ce niveau-là. Donc, moi, dans le fond, ce que je vois, c'est que, tu sais, j'ai un petit peu envie de penser à Voltaire en ce moment. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans le sens où ce que je vois, c'est des phénomènes naturels. Donc, quand je vois, c'est pas comme ça que ça devrait être, je dis, ben, au contraire, c'est comme ça parce que c'est un peu comme la seule façon que ça pouvait être. Et donc, l'évolution des démocraties, si tu regardes, mettons, la Révolution française, tu sais, mettons, on part du Moyen Âge, puis la Révolution française, Napoléon qui a tranché la tête de plein droit, l'émergence de plusieurs démocraties en Europe, puis comment que ça a créé un peu des démocraties au travers du monde. Deuxième Guerre mondiale, création de l'ONU. Puis là, on est en train d'essayer au travers de l'ONU d'avoir des dialogues planétaires, tu sais. C'est extrêmement lent, parce que c'est pas à l'intérieur d'une vie humaine, ça, là, ça se passe, les nations vivent beaucoup plus longtemps que des vies humaines, et l'humanité vit beaucoup plus longtemps que n'importe quelle nation. Donc, il y a un phénomène qui est naturel, qui se fait, puis plus on le force, moins il se fait naturellement. Puis là, tu pourrais me répondre, ouais, ben le fait de le forcer, ça fait aussi partie du naturellement. Je suis d'accord. Je suis d'accord que dans l'apprentissage, il y a ça aussi. Il y a le fait de forcer, mais ultimement, être vraiment éveillé, être vraiment woke, être vraiment illuminé, c'est aussi apprendre à laisser le peuple choisir. C'est aussi apprendre la vérité fondamentale de la démocratie, qui est humaniste, puis qui dit, ben ultimement, on ne peut pas imposer aux autres de choisir. Il faut respecter le choix des autres. Et c'est seulement en respectant le choix des autres qu'on arrive tranquillement à un peuple plus mature, un peuple plus ouvert, un peuple qui a appris de ses erreurs, une humanité qui a appris de ses erreurs. Donc, dans toute cette paranoïa-là, par rapport à la montée de l'extrême droite, j'ai envie de répondre, c'est un processus naturel. C'est un ballon. La gauche a trop tiré d'un côté et il va y avoir un retour. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme souvent le disent les journalistes, c'est que c'est des mouvements populaires. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est la voix des peuples qui se fait entendre. Aussi peu évoluée soit-elle, la voix des peuples doit s'exprimer et doit apprendre à s'affirmer pour mûrir, pour devenir plus mature. Tant aussi longtemps qu'on a des mécanismes hautains qui préconisent des princes héritiers comme Justin, qui est le fils à son papa, qui préconisent finalement des espèces de systèmes monarchiques, on ne peut pas voir vraiment le peuple s'émanciper au niveau de sa capacité à voter démocratiquement pour des référendums sur n'importe quoi. Hein. Au Québec, on parle beaucoup de référendums au niveau de la souveraineté du Québec. Mais, tu sais, ultimement, quand il y a des élections, on est en train de voter pour des sujets, puis là, on se ramasse avec une espèce de petite clique de dictateurs qui font pas nécessairement ce pour quoi on a voté. Ultimement, le peuple devrait être capable de choisir de plus en plus concrètement sur des choses. Ultimement, une démocratie saine, tu n'irais pas juste à l'urne pour choisir un député qui va voter à ta place, mais tu irais à l'urne avec une vingtaine de questions, whatever, puis dire, voici les grands débats du jour, qu'est-ce que tu en penses sur ci, ça? Puis oui, effectivement, il va y avoir quand même des projets de loi qui vont être votés par des élus, puis il va y avoir quand même des processus démocratiques de toutes sortes, mais il va y avoir des projets de plus en plus concrets qui vont être votés de plus en plus par les gens eux-mêmes. Et plus on délaie cet apprentissage-là des peuples, plus on court le risque pervers d'avoir des dictatures. Donc, de vouloir protéger le peuple en lui disant constamment ce dont il a besoin,
et en ne le laissant pas choisir et en ne respectant pas la démocratie, on jette le bébé avec l'eau du bain. On est en train de saper la démocratie. Donc, ironiquement, souvent, les gens qui veulent le plus le bien du peuple peuvent être ceux qui nuisent le plus au peuple en ne respectant pas les processus démocratiques qui doivent s'émanciper naturellement. Donc, toute cette peur-là, moi je dis let it go. Vraiment, c'est pas grave. Ultimement, c'est un processus naturel. Et donc, it should not be. On devrait pas avoir, je sais pas moi, au gouvernement, des gens qui ont dit que peut-être un jour on brimerait tel droit des gays. Ben, je peux comprendre que si t'es gay, ça fait peur. Sauf que en même temps, il faut comprendre que les droits mettons, on prend les droits des trans, c'est un très faible pourcentage de la population. Donc, c'est normal que la grande majorité des gens, ça soit pas leur cheval de bataille, ça soit pas leur priorité, ça soit pas comme de dire, là, en ce moment, ce qui compte vraiment sur la planète, c'est le droit des trans. Tu sais, je sais pas, moi, il y en a un qui a fait la grève récemment, là, parce qu'il veut que sur les cartes d'assurance maladie, je sais pas, il veut changer la lettre, que ce soit pas féminin ou masculin, là. Mais tu sais, ce que je trouvais le plus bizarre dans son histoire, c'est qu'il a commencé sa grève en même temps que la grève des enseignants puis des infirmières puis tout ça. Puis là, tu te dis, mais ta cause ne peut pas être comparable ou égale à la cause de tout ce secteur public de travailleurs-là. Tu peux pas le mettre comme une aussi grande importance. Il faut être capable de hiérarchiser ses priorités. Et puis, je dis pas que les choix démocratiques sont toujours les meilleurs, mais il faut qu'on soit capable de comprendre ensemble puis qu'on évolue dans ces débats-là. Tant aussi longtemps qu'on l'impose d'en haut, quand le peuple n'est pas d'accord avec ça, tout ce que ça va faire, c'est un retour du ballon. Fait que si, mettons, tu privilégies le droit des trans sur, je sais pas moi, le droit des travailleurs ou le droit des autres, ben ça se peut que tout ce que ça crée, c'est de l'amertume des non-trans envers les trans. Donc, oui, c'est correct que les artistes, puis il y a des projets de loi pour protéger ces gens-là, évidemment. Il faut juste que ça soit fait, comment dire, dans le respect de la démocratie. Et donc, si, mettons, la plupart des Québécois, comme je disais tantôt, moi, je suis pas d'accord avec le fait d'empêcher les femmes avec un hijab d'enseigner. Mais, c'est ça la démocratie. C'est ça que les gens ont voté, puis on est rendu là. Oui, c'est sûr que ça nuit à plein niveau, mais il faut voir les conséquences de ça. On peut pas hijacker le système au nom d'une injustice parce qu'on crée une plus grosse injustice pour protéger une plus petite injustice. Et donc, on jette encore une fois le bébé avec l'eau du bain. Le processus démocratique, c'est dans le fond la base. Peu importe le parti pour lequel tu votes, peu importe comment tu le vois, que ce soit en langage politique ou en langage purement martial, en langage animal, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, la voix des peuples va se faire entendre. C'est un peu comme... Les Français ont été vraiment pionniers, à mon avis, dans ça, dans la Révolution française. C'est de dire, la force du nombre est inévitable. Tu peux pas, même si tu es le plus grand artiste martial au monde, tu peux pas faire face à une armée de 10 000 personnes bébêtes. Toi contre 10 000 personnes, même si c'est tout du monde qui sont pourris en combat, c'est sûr que tu vas perdre. Tu comprends? C'est un peu la même affaire au niveau démocratique, au niveau de la sélection naturelle de Darwin, au niveau de tout ça. C'est qu'à un moment donné, la direction qu'on pourrait dire prédictive par les forces scientifiques, par les lois scientifiques, par les connaissances scientifiques, la direction des peuples est inévitable. La voix des peuples est une bonne chose. Et les peuples vont, eux, comme tout être humain, développer leur empathie et aller vers des lois de plus en plus conscientes des droits individuels des minorités, des exceptions, comme par exemple l'exemple des trans que je donnais. Mais si tu mets la charrue devant les bœufs, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas comme sacrifier le groupe pour la partie,
puis le groupe peut pas tolérer ça, et donc va toujours avoir un retour de l'ascenseur. C'est la loi de la voix des peuples. Fait que, bon, je vais vous laisser là-dessus. Il faut arrêter d'avoir peur de la voix des peuples. Il faut arrêter d'avoir peur que les peuples s'affirment. Tu sais, dans le fond, en tant qu'anthropologue, la plus grande branche de l'anthropologie étant l'ethnologie. Les ethnies, c'est les peuples. Culture, une langue, de la musique, des poèmes, de la bouffe. C'est un univers culturel. Ça existe. Et c'est peut-être les moteurs les plus puissants de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est de là que tu nais, c'est tes vraies nations, puisque nation, ça veut dire nation, ça veut dire naître. Donc, on naît à l'intérieur d'un groupe, et ça, c'est notre identité. Et ces groupes-là entrent avec d'autres groupes, on s'échange. Mais comme d'aller dans une espèce de nivellement vers le bas où tout est pareil, puis il n'y a pas de différence culturelle, c'est absurde. C'est pas en niant nos différences qu'on va avancer, c'est en les respectant mutuellement. Donc, c'est le respect des diversités qui est en cause ici. Versus quelque chose comme l'uniformité par la conformité. Tu as vraiment comme une unité dans le respect des diversités versus une uniformité par une conformité imposée. C'est un peu ça les deux grands mouvements qui s'affrontent. Fait que tu vas avoir le rouleau compresseur de comme par exemple quand Poutine envahit l'Ukraine, c'est comme l'Ukraine c'est nous, on est russes, puis eux autres sont russes comme nous, puis c'est nous. C'est une uniformité par une conformité imposée. Mais par exemple, le Québec de dire ben on doit être respecté à l'intérieur de l'Amérique du Nord, c'est l'unité dans le respect des diversités, c'est-à-dire arrêter de nous demander d'être pareil comme les anglophones du reste de l'Amérique du Nord. On est différents, puis on respecte votre culture, mais respectez la nôtre. Vous ne pouvez pas agir comme un rouleau compresseur. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des paliers gouvernementaux, parce que sinon, il n'y a pas de représentation de c'est quoi les peuples, puis tu te ramasses avec une espèce de centralisation du pouvoir par un certain peuple qui impose sur les autres peuples quelque chose. On peut le voir dans des gros pays comme la Chine, mettons, ou la Russie, comme je disais tantôt. Fait que, bref, il faut arrêter d'avoir peur de la voix des peuples. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle, mais il faut être capable de le voir sur le long terme. Il faut être capable de regarder la science sur le long terme, voir comment les choses évoluent, et arrêter d'avoir cette espèce de réflexe de dire « ce n'est pas comme ça que les choses devraient être », qui est une imposition morale, qui, je rappelle Nietzsche, lisez la généalogie de la morale, puis des choses comme ça, pour comprendre que finalement, c'est comment dire, c'est un manque de relativisme culturel, donc c'est de l'arrogance culturelle, c'est de dire moi, mon peuple est supérieur au tien, puis je vais te le montrer. On le voit beaucoup, par exemple, je trouve, au Québec en ce moment par rapport à l'islam. Beaucoup de gens se permettent d'être très condescendants par rapport à certaines cultures, certains rites qu'ils peuvent trouver barbares dans certains pays de l'islam, mais c'est des caricatures, c'est des sophismes de l'épouvantail, comme je disais tantôt, parce qu'ils vont prendre les scénarios les plus barbares que tu puisses imaginer en islam, puis là, s'imaginer que, tu sais, quelqu'un qui vient de l'islam, qui vient au Québec, qui veut nécessairement imposer ça, quand en fait, la plupart du temps, il fuit ça, tu sais. Donc, bref, je pense juste, je vais arrêter de tourner autour du pot, je pense juste qu'il faut absolument respecter la voix des peuples. C'est inévitable. Dans le fond, c'est peut-être le meilleur exercice que je pourrais vous donner au niveau épistémologique. Au niveau de l'épistémologie, en passant, j'ai utilisé ce mot-là souvent. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse à comprendre comment les sciences fonctionnent. C'est un peu comment on sait ce qu'on sait. Et l'exercice épistémologique par rapport à l'ethnologie, dans le fond, c'est un petit peu comme de faire une analogie psychologique. Donc, peut-être faire l'exercice de voir les peuples comme des individus. Un exemple que j'ai souvent donné par rapport à la souveraineté du Québec, c'est moi, je vois, à chaque fois que j'entends des arguments des gens qui ne veulent pas que le Québec devienne souverain de la part du Canada anglais, moi, dans ma tête, j'ai toujours l'analogie d'un homme qui ne veut pas que sa femme se divorce de lui. T'es pas assez forte, t'es pas assez costaud, tu seras pas capable tout seul, t'as besoin de moi. Tu n'auras pas les capacités de te gérer seul, etc. Et quand tu entends les arguments souverainistes, c'est vraiment des arguments de la femme qui veut se séparer de l'homme, qui dit « Non, non, je suis autonome, je suis capable, j'ai les moyens, j'ai fait les calculs, je vais y arriver, je vais peut-être
pas vivre exactement de la même façon qu'avant, mais définitivement, j'ai les moyens d'y arriver et de m'émanciper et d'aller vers quelque chose de mieux encore. Dans le Canada anglais, ils utilisent toujours le mot séparation. Au Québec, on utilise le mot souveraineté, qui veut dire liberté, comme un souverain, comme un prince qui est libre, qui ne répond pas à quelqu'un d'en haut, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, la souveraineté québécoise, quand tu l'entends de la bouche, tu peux voir une femme qui dit « Je veux me séparer de mon mari, je veux le divorce ». Et l'homme qui dit « Elle, tout ce qu'elle veut, c'est casser la famille, briser le couple, détruire. » Bref, je vais vous laisser sur cette idée-là de pratiquer, de voir l'interaction entre les peuples, un peu comme des individus, un peu de la même façon. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux, si tu te crois supérieur à un autre individu, le forcer à devenir aussi spirituel que toi par la force, l'imposer et par le manque de respect? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, comme toute relation, ça prend de l'ouverture à la différence, ça prend de comprendre où est-ce que la personne est rendue dans son propre cheminement et non pas comme dans une espèce de grille universelle que tu sais, moi je suis rendu à 1.2 puis toi tu es à 2.3, tu sais, ou l'inverse. Donc tu peux pas comprendre parce que je suis supérieur. Les chemins sont différents. Je dis pas que c'est pas possible d'avoir une espèce de science pure de certains principes universaux, comme, je sais pas, moi, mettons, tu pourrais juger tous les peuples selon leur capacité de partage. Donc, tu aurais les peuples où tu as très peu de partage entre eux, tu aurais les peuples où tu as énormément de partage entre eux, mettons. Puis c'est clair, tu pourrais arriver à faire une espèce de grille universelle, puis mettre les pays dans un ordre, tu sais. Sauf qu'il y a plus qu'un critère, puis il y en a qui sont très qualitatifs, comme je disais tantôt. Fait que tôt ou tard, dans ton analyse, tu vas arriver à certains nœuds épistémologiques, tu vas avoir de la misère à dire c'est quoi qui est supérieur. Tu vas plutôt dire ben c'est juste deux façons différentes de fonctionner. Puis c'est ça, dans le fond, qui est une des grandes illuminations de la plupart des gens qui étudient en sciences humaines, comme Nietzsche, comme d'autres, de dire ben c'est parce que tu peux pas assumer que tu es supérieur juste parce que toi, tu es dans ton nombril, puis tu vois le monde selon ta lunette. Fait que même si tu trouves que tel peuple a tel comportement raciste, eux autres, ils vont trouver que toi aussi, tu as des comportements racistes. Je trouve qu'on le voit beaucoup avec le conflit du Moyen-Orient en ce moment. Tu vois la Russie puis la Chine qui prennent plus le côté de l'islam et les États-Unis qui prennent plus le côté d'Israël. Mais quand tu regardes comme il faut ce qu'Israël a fait avec les sionistes, ils appellent ça en anglais des land grabs, des saisies de terre. Dans le fond, à partir de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre, dans la bataille de Jérusalem, a comme pris la main sur cette partie-là du monde. Elle l'a donné aux sionistes, puis les sionistes ont étendu leur territoire. Ben c'est sûr qu'après, tu te retournes vers la Chine, puis tu dis « Ce que vous avez fait à Tibet, c'est pas correct. » Puis la Chine va répondre « Ouais, mais ce qu'Israël a fait dans la bande de Gaza, c'est pas correct non plus. » T'sais? Fait que c'est bien facile de dire « Ah, en Chine, ils briment des droits humains. » Mais du point de vue chinois, nous aussi, on fait certains brimements. Tu sais, comme on a encore la loi sur les Indiens au Canada, là, ce qu'on a fait aux Autochtones, il ne faut pas confondre ça avec ce que les francophones ont fait aux Autochtones, parce que c'est vraiment différent. Mais ce que les Anglais, les Britanniques ont fait aux Autochtones en Amérique du Nord, c'est dégueulasse. Et donc, de se mettre dans une position morale nécessairement supérieure en tout point, c'est ça qui est problématique. Tu peux peut-être argumenter que non, mais je pense que mon point de vue est mieux sur tel ou tel détail, mais d'avoir une espèce de point de vue du genre, je sais pas moi, tous les pays islamistes, c'est des sexistes, ben c'est pas vrai. En fait, même historiquement, il y a eu des droits de la femme qui ont été respectés bien avant par certains pays islamistes. Juste ma mère, quand elle étudiait pour devenir infirmière, elle portait un voile, là, pareil comme les hijabs. Donc, il faut faire attention, ça c'est une autre affaire aussi, comme avoir un peu de relativisme culturel par rapport au temps. Tu sais, c'est pas parce que, je sais pas moi, mettons la DPJ puis le droit des enfants ici, tu sais, comme des fois j'écoute des humoristes genre haïtiens ou africains parler de leur mère, puis je suis comme, my God, la joke c'est vraiment ma mère bat les enfants, tu sais. Mais, tu sais, comment dire, c'est sûr que je suis pas en train de dire, ah, c'est une bonne chose qu'ils battent les enfants. Ça, il faut le comprendre dans un
contexte de discipline, d'éducation, puis comment le manque de discipline crée aussi d'autres problématiques. Donc, il faut arrêter d'avoir cette espèce de supériorité morale-là, puis de dire « Ah, mais moi, je comprends comment on devrait traiter les enfants. » Il faut être beaucoup plus nuancé dans notre compréhension scientifique de c'est quoi la discipline dans l'éducation, par exemple. Bref, je n'ouvrirai pas une nouvelle parenthèse là-dessus, là, je vais arrêter de parler là. Je pense que j'ai couvert le point qui, je le rappelle, veut essentiellement dire arrêtez d'avoir peur de la montée de la voix populaire. La voix des peuples, c'est important, c'est nécessaire, c'est inévitable. Tôt ou tard, on va passer par là, puis honnêtement, le plus tôt on le fait, le mieux. Parce que plus on retarde ce processus-là, plus on a de chances que ça perde, justement. Comme la Révolution française, qui est devenue un bain sanguinaire. Donc, pour éviter le plus de bains de sang possible, il faut laisser les voix du peuple s'exprimer. Parce que si on n'accepte pas qu'il va y avoir certains sacrifices, qu'il va y avoir certaines... Tout le monde meurt, là, mais il va y avoir certaines injustices, certains déséquilibres, ben, il va y avoir un plus gros déséquilibre encore. Et encore plus de guerres, etc. Donc, c'est vraiment important de laisser les peuples s'exprimer et de le moins possible censurer, puis de laisser l'œuvre se faire. Je vais conclure avec mon exemple de tantôt. Je suis 80% à gauche, 20% à droite. Faut vraiment avoir faut encourager les peuples à voter vers une direction très socialiste, parce qu'on est des peuples, et les peuples devraient voter pour les peuples, pour la société. Mais il faut absolument respecter la liberté là-dedans. S'il n'y a pas une bonne dose de liberté, j'ai dit 20%, ça peut être 30, ça peut être 10, peu importe. S'il n'y a pas une bonne dose de liberté là-dedans, l'effet pervers va se faire sentir. C'est ça qui est vraiment dangereux.